Potier, député PS de Meurthe-et-Moselle, qui représente Anne Hidalgo. Merci de venir nous rejoindre. Alors, bonjour. Donc, vous avez un programme extrêmement ambitieux au niveau du PS, et vous avez un but, donc, comme le disait Anne Hidalgo, faire de l'écologie et de la biodiversité le combat du siècle. Donc c'est un programme qu'on pourrait presque dire utopique. Votre politique agricole, elle sera construite autour de l'agroécologie, une thématique qui a été développée sous François Hollande avec Stéphane Le Foll, et aussi du développement du bio. Donc dans le programme, on lit 30% de surface bio d'ici 2030 et plus de glyphosate et de néonicotinoïdes dans les 100 jours. Alors, allez-y, expliquez-nous, parce que effectivement, comment on fait? Donc, dites-nous. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureux de pouvoir échanger avec vous dans cette belle controverse. Oui, on est face aux enjeux du siècle. Les enjeux du siècle, c'est évidemment 10 milliards d'habitants à nourrir, d'êtres humains à nourrir en 2050. Et puis c'est la lutte contre le dérèglement climatique, la protection de la biodiversité. Et c'est pour cela que les ruptures que nous proposons, elles ne sont pas idéalistes, elles sont à mon sens simplement réalistes. Et il nous faut trouver les moyens maintenant de les atteindre. Et pour la tradition social-démocrate que je représente aujourd'hui, que je suis fier de représenter aujourd'hui, ce sont les régulations qui permettent le plein épanouissement du génie paysan, de l'esprit d'entreprise. Donc c'est ces régulations majeures qu'il nous faut mettre en œuvre. La première, pour moi, c'est la question du foncier, de la régulation du marché foncier, qui est la condition sine qua non d'une installation. C'est la régulation du marché intérieur, autour des prix et des volumes. C'est celle du marché extérieur, notamment avec les clauses miroirs pour les échanges internationaux. Et puis, c'est le partage de la valeur au sein des filières, un chantier que nous avions entrepris avec Sapin 2, qui se poursuit aujourd'hui avec Egalim 1, Egalim 2, et qui n'est pas terminé. Et enfin, c'est un juste partage des aides de la PAC. Voici les perspectives dans lesquelles nous nous plaçons. Quant à la question des néonicotinoïdes, c'est un sujet très précis. En 2016, on interdit. Ce n'était pas forcément l'idée du siècle. Et 3 ans après, on rétablit. 4 ans après, on rétablit. Ça montre un échec, c'est celle du plan Écophyto. C'est l'absence d'une recherche-développement mise en œuvre sur le terrain de façon efficiente qui permet petit à petit, par des solutions alternatives et par le retour de l'agronomie, par le retour des régulations, de nous affranchir de la dépendance aux pesticides. Moi, mon école, elle est celle du CIRAD, de l'INRA. Elle est celle de l'IDRI, elle est celle des grandes organisations scientifiques. Ils nous disent que nous pouvons nourrir 10 milliards d'habitants en 2050 avec de l'agroécologie sur toute la planète. Pour ça, oui, il faut arrêter... L'agroécologie, il faut la définir, là, parce que là, vous dites, pardon, mais plus de glyphosate ni de néonicotinoïdes dans 100 jours. Ça veut dire que c'est pas vrai ce qu'il y a dans le programme? Non, vous avez mal lu le programme, il y a une virgule. On doit s'affranchir des pesticides en commençant par les plus toxiques, dont le glyphosate, et puis pour les néonicotinoïdes. Il n'est pas dans les plus toxiques, le glyphosate? Et pour les c'est l'un des moins toxiques? Alors ça, c'est ce que vous affirmez. Moi, la seule proposition qui est la nôtre aujourd'hui, c'est celle de donner suite à la commission de déontologie qui demande aujourd'hui, et d'alerte sur les questions sanitaires et environnementales, et qui demande à ce que l'autorité scientifique européenne fasse un point complet sur les conflits d'intérêts qui régissent actuellement ces études. Donc notre ligne... Ah, vous ne croyez pas les études? Votre ligne, excusez-moi, parce que quand je lis les plus toxiques, moi je pense que ce sont les CMR 1 et 2, enfin voilà, les plus toxiques. Non, c'est autre chose pour vous. Alors, il y a une controverse scientifique, vous ne l'ignorez pas. Elle a été en partie renseignée par une mission parlementaire et par l'ANSES. L'autorisation viendra de l'Europe. L'autorisation est promise pour 2022. Pour 2022, nous demandons simplement à ce que la science, la déontologie et l'éthique soient respectées. Or, la Commission nationale d'alerte sur ces questions-là a signifié des conflits d'intérêts à tous les étages dans l'évaluation, pas seulement, dans l'évaluation européenne. Donc ma ligne, c'est pas de dire on interdit le glyphosate ou on l'autorise. On n'a jamais dit qu'on interdisait dans les 100 jours, c'est une mauvaise lecture du programme. On dit simplement aujourd'hui, il faut une commission scientifique avec complètement bordée sur le plan éthique, qui renseigne et qui documente la décision européenne. Voici notre position. Sur les néonicotinoïdes, nous avons des alternatives et on nous dit qu'en 3 ans, on peut s'en passer. J'ai moi-même travaillé sur cette question avec ce qu'on appelait le plan B comme betterave. Il y a une gamme de solutions qui permet de s'en passer. Ça met 3 ans. On a perdu 4 ans simplement. On a été en panne sur le plan Écophyto. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de réintroduire les néonicotinoïdes. Et pour les surfaces bio, là aussi, alors peut-être que j'ai mal lu, mais 30% de surface bio d'ici 2030,
l'objectif, il est élevé là aussi. L'Europe dit 25%, on dit 30%. Moi, je me rapproche des États généraux de l'alimentation. C'était au début du quinquennat un grand élan fixé par le ministère de l'Agriculture et de l'Écologie. Oui. J'ai eu l'honneur de présider l'atelier 11 sur des États généraux de l'alimentation sur la question de la fourche à la fourchette, quasiment, qui était le sujet du Green Deal européen. Et à l'unanimité, nous avions admis que nous pouvions avoir une ferme France à 2/3, composé à la fois de 30% d'AB dans la décennie qui venait, donc, et puis d'autre part de 30% d'autres démarches agroécologiques. Alors dans le programme d'Anne Hidalgo, on parle de 2/3 de démarches agroécologiques, de 30% bio. Autrement dit, ce qui compte, c'est de donner une inflexion forte, et pour ça, il faut de la recherche, il faut de la maîtrise du foncier, il faut une politique d'installation. Sans installation, tout ça n'est pas possible. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de régulation du foncier, il n'y a pas d'installation. S'il n'y a pas d'installation, il n'y a pas d'agroécologie. Et au-delà du foncier, qui est effectivement une question très importante, il y a aussi le pouvoir d'achat des Français. Est-ce que en fait, les Français ont les moyens économiques d'acheter l'équivalent de 30% de produits bio? Parce que malgré tout, il y a un coût supplémentaire. 40%, hein, en moyenne. Et est-ce que ça risque pas, en fait, d'engendrer des importations supplémentaires? Vous voulez compléter? Non, oui, c'était non, mais parce qu'on avait parlé de cet exemple hein, sur les pommes françaises. On a vu que les vergers français, on en a arraché parce qu'on trouvait plus de débouchés. Parallèlement, les importations de pommes de Pologne ont explosé parce qu'en fait, les gens ils mangent pas moins de pommes quand c'est trop cher. Ils les achètent ailleurs au prix qu'ils peuvent payer. Je crois qu'il faut sur ces questions-là de pouvoir d'achat et d'émergence d'un marché de qualité, et notamment bio, pas seulement bio, mais je parle sur tous les signes de qualité dans l'alimentation française, qui est un grand enjeu. C'est le même enjeu d'une bonne nourriture pour tous que celui d'une bonne agriculture. La santé des hommes et la santé des sols, c'est le même combat. On ne peut pas les dissocier. Alors, quand vous évoquez la question du pouvoir d'achat, moi je réponds avec 3 leviers importants. Le premier, c'est la performance des filières françaises, qui suppose de la recherche, qui suppose de l'organisation des producteurs, des contrats pluriannuels et tripartites qui permettent de consolider et de partager la valeur. Ça, c'est toute la dimension de la performance des filières dans l'offre sur le marché français et sur le marché européen. La deuxième levier, c'est celui du pouvoir d'achat. Moi, je suis persuadé que dans les milieux populaires, et on est nombreux à gauche à le dire aujourd'hui, on a des marges de progression du pouvoir d'achat qui passent pas seulement par la revalorisation du SMIC, mais par un meilleur partage de la valeur dans les entreprises. Je vais vous donner un seul chiffre. S'il est 0,3% de Français qui gagnent plus que 12 fois le SMIC, les sommes qu'ils touchent étaient redistribuées en pouvoir d'achat, ça ferait 100 € de plus pour tous ceux qui gagnent en dessous du revenu médian, soit 12 millions de personnes. Et bien avec 100 € par mois, on peut consommer différemment pour sa santé. On peut peut-être isoler sa maison différemment et on peut se déplacer de façon avec plus durable. 100 € par mois, on ne mange pas bio. Hein. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est 12% du budget des ménages. Je vais terminer ma démonstration. C'est 1, on peut repartager le pouvoir d'achat. On peut regagner du pouvoir d'achat pour les classes populaires. 3, il y a une question de civilisation. C'est-à-dire qu'on a un choix éthique, on a un choix culturel à faire de mettre plus d'argent dans l'alimentation parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour le paysage, parce que c'est bon pour la nature, c'est bon pour la planète. Mais combien ? Mais s'il faut passer à 15, s'il faut passer à 16, s'il faut passer à 17, moi j'y suis favorable. C'est-à-dire que l'investissement dans une bonne nourriture... Que ce soit 17% du revenu des ménages consacré à l'alimentation. C'est redonner de la valeur. En tout cas, il faut redonner de la valeur à l'alimentation, parce que derrière l'alimentation, il y a la santé des hommes et la santé des sols. Donc ça vaut le coup. La santé, vous faites le lien entre... Je ne comprends pas bien. Le bio, il faut pour leur santé qu'ils mangent bio, c'est ça ? En tout cas, il faut une agriculture, une agroécologie, et puis il faut des régimes réalimentés, il faut moins d'aliments transformés, il faut retrouver un rééquilibrage certainement entre les protéines animales et végétales. Ça, toutes les études internationales de santé, d'alimentation, de prospective agricole le disent. C'est une des conditions pour éviter les problèmes de santé et de maladies chroniques. C'est aussi une des questions pour trouver un équilibre alimentaire mondial qui est la première des sécurités et une condition de la paix. D'accord, mais là, on ne parle pas du bio. Vous, dans votre programme, c'est le bio qui est structurellement plus cher. Non, mais ce n'est pas une fatalité. Si le bio était financé par la politique agricole commune et par les aides nationales à la hauteur des bénéfices agro-environnementaux qu'il procure, nous aurions une disponibilité sur le marché plus accessible au milieu populaire.
on passe peut-être aussi aux négociations justement sur les prix. Donc on est en plein dedans en ce moment. Bon, ça ne se passe pas encore de façon très souple, légère, etc. C'est encore très compliqué. Donc le gouvernement actuel a fait beaucoup en termes législatifs, avec, on en parlait tout à l'heure, Egalim 1, Egalim 2. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin sur ces questions des négociations sur les prix? Je crois qu'on n'a pas été au bout de la déconstruction d'une loi qui est une loi du passé, qui est la loi de modernisation de l'économie, qui, au nom du pouvoir d'achat des Français, a créé une forme d'oligarchie qui domine largement le marché et la construction des prix. Avec Sapin 2, on avait amorcé ce travail, il a été poursuivi dans Egalim, une sorte de continuum législatif. On n'est pas du tout à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Moi, il me semble que bon, on a défendu Egalim 2 comme un effort qui est méritant, mais je crois qu'aujourd'hui, très clairement, il faut des décisions importantes. Une des propositions qu'on propose avec Éric Andrieux, c'est des organisations de producteurs par grands bassins de production, qui soient regroupés à des tailles suffisantes, qui maîtrisent non seulement les prix, mais également les volumes. Donc, à côté du système coopératif, il faut des organisations de producteurs, et puis il fait des contrats pluriannuels en partie. Il faut le systématiser, il faut le rendre obligatoire, il faut inciter à des tailles minimum, il faut des aides de la PAC qui viennent consolider ces contrats pluripartites et pluriannuels. Ça, c'est une des clés de la reconstruction des prix. Mais je voudrais attirer l'attention sur le fait de dire qu'il y a des paysans pauvres et des filières qui souffrent. Il y a aussi des salariés dans l'agro-industrie, dans la logistique, qui sont très mal payés. Moi, je rêve de produits qui soient construits de façon à ce que l'ensemble des travailleurs de la Terre, dans toutes leurs fonctions, soient payés dignement, que le consommateur le sache et que ce soit un nouveau pacte national. Et donc ça passe par une réévaluation du produit alimentaire. Egalim 2 est une étape. Culturellement, il faut se battre pour qu'on remette de l'argent dans l'alimentation. Ça, c'est un combat culturel. Et puis, au-delà d'Egalim 2, je crois qu'il faut continuer la construction des systèmes de rééquilibrage des rapports de force par rapport à la grande distribution et une partie de l'agro-industrie. Alors, après, autre sujet, donc de la question de l'autonomie, qui est un point clé aussi de votre programme. Donc aujourd'hui, l'Europe dépend à 70% de l'étranger pour les protéines végétales. Donc vous promettez une autonomie d'ici 2030. Bon, alors c'est vrai que le saut est quand même très important. Voilà, comment, enfin, c'est vrai que... J'étais gamin sur la ferme familiale, mais en 92, on a arrêté sur le plateau lorrain de faire des luzernes parce qu'il y a un indicateur PAC qui a supprimé les aides de la politique agricole commune pour la luzerne. La luzerne était l'écosystème, on ne parlait pas d'agroécologie à l'époque, on était en 92, mais c'était de l'agroécologie faite par le bon sens paysan qui correspondait au sol, qui correspondait à des systèmes de polyculture élevage, et la PAC a décourager cette culture de la luzerne au profit d'autres cultures. Dans ce que la PAC a défait, la PAC peut contribuer à le refaire. Elle doit clairement favoriser la reconnexion de l'élevage et des cultures. Elle doit favoriser la polyculture élevage, qui est le vrai nom de l'agroécologie. Parce qu'il y a, encore une fois, aujourd'hui, il y a un plan protéines qui a été lancé, mais bon, enfin... Vous et moi, on sait que les c'est louable, on le demandait depuis protéines... des années, il est louable, c'est un des bénéfices du plan de relance et c'est louable, mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut reconnecter. Vous savez, une France sans pesticides, une France autonome, ça veut dire que une grande partie des régions qui sont aujourd'hui 100% consacrées aux céréales vont refaire de l'élevage. C'est une révolution, mais c'est la révolution qui est attendue, c'est la révolution carbone, c'est la révolution de la souveraineté alimentaire et c'est la révolution de l'agroécologie.